100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous, je reçois M. Mamadou Touré, conseiller technique à la jeunesse et au sport du président de la République, fondateur de la Coalition pour le changement et membre du directoire du RHDP, la coalition de partis politiques au pouvoir. Mamadou Touré, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre favorablement à notre invitation. Le Conseil constitutionnel a rendu publique la liste définitive des candidats à la présidentielle. Comprenez-vous aujourd'hui l'indignation d'une partie de la classe politique ivoirienne qui crie à l'antidroit? Je comprends surtout la mauvaise foi de cette classe politique, s'il faut parler des classes politiques, parce que certains acteurs qui parlent d'antidroit aujourd'hui sont ceux qui ont estimé en 2000 que le président Ouattara avait été injustement éliminé de l'élection présidentielle et qui considéraient à l'époque que la décision qui avait été rendue par la Cour suprême était une décision politique. Et donc, au regard de tous les documents que M. Ouattara avait présentés en 2000, confirmés en 2001 lors du Forum de l'Organisation nationale, il était ivoirien, de père de mère ivoirien, donc il n'était pas concerné par l'article 35. Donc que certains acteurs qui avaient cette position à l'époque viennent avoir une indignation qui, à mon sens, relève plus de l'opportunisme politique, il y a de quoi se poser des questions, notamment sur la bonne foi. Mais le président de la République, hier candidat à la présidentielle et aujourd'hui candidat à nouveau, disait lui-même que la Constitution ivoirienne était bourrée d'articles confligènes et que notamment l'article 35 de cette Constitution posait vraiment problème. Elle excluait des Ivoiriens et que, une fois au pouvoir, il allait retoucher à cela. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Alors, il faut distinguer deux choses parce qu'il y a une confusion qui délibérément est entretenue dans ce débat. Le président de la République, alors candidat, déjà en 2000, était constant. Lorsque la commission consultative constitutionnelle s'est mise en place et que les débats ont abouti à l'adoption en première lecture de l'article 35 et ensuite le vote référendaire, il a été constant. Il a dit que certainement cet article visait, mais il ne se sentait pas concerné. Il ne se sentait pas concerné dans le sens que, au regard donc, de tous les éléments qu'il avait, documents, pièces des parents et autres, il n'était pas touché par l'article 35. Mais il constatait que cet article 35 allait à l'encontre de ce qui a fait l'exception ivoirienne. La Côte d'Ivoire est une histoire. Et beaucoup d'Ivoiriens pourraient se retrouver exclus de par cet article. Et donc, il s'est proposé, une fois arrivé au pouvoir, d'entamer une réforme constitutionnelle pour faire en sorte que notre Constitution n'ait plus d'éléments d'exclusion de quelques Ivoiriens que ce soit. Nous sommes arrivés aux affaires dans des conditions pas normales. Nous avons eu une crise post-électorale assez profonde. On ne peut pas minimiser ce qui s'est passé. 3000 morts, le tissu social complètement déchiré. Donc il y avait d'autres priorités. Il y avait des priorités. Parce que la Constitution, c'est d'abord l'État. Il fallait que l'État existe, il fallait que les Ivoiriens vivent, il fallait que les Ivoiriens puissent s'épanouir, vaquer à les occupations. Et le gouvernement s'est attelé les 2 premières années à restaurer, je dirais même à reconstruire l'État. Et cela a été fait. Aujourd'hui, nous sommes sur une bonne dynamique. Et il envisage, après sa réélection en octobre 2015, il envisage une modification constitutionnelle. Et cet article-là sera concerné par cette modification? Je ne peux pas préjuger, mais je pense que certainement, si nous analysons tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, déjà le code électoral a été rendu conforme aux différents accords. La Constitution aujourd'hui devra, à notre sens, être modifiée, mais je précise que cette modification de la Constitution ne concerne pas le président de la République
tel que certains veulent le faire croire. Les dispositions de l'article 35, même si, comme l'ex-président l'a dit, a été expressément mis là contre lui, mais au regard du droit, et ça a été démontré par d'éminents juristes, il n'est pas concerné. Donc la modification de la Constitution va rentrer dans le cadre général des initiatives pour une société ivoirienne plus soudée, plus solidaire, où aucun Ivoirien n'est exclu. Alors, s'il n'était pas concerné, pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo était obligé de prendre, à titre exceptionnel, l'article 48 pour que le président Ouattara, aujourd'hui, soit candidat hier à la présidentielle? Mais relisez l'arrêt qui a été rendu par le Conseil constitutionnel. Laurent Gbagbo a dû certainement prendre un acte qu'il a jugé opportun, mais cela est de sa responsabilité et cela le regarde. Lorsque les dépôts de candidature devaient se faire en octobre pour les élections d'octobre 2010, le président de la République, au-delà de l'acte pris par Laurent Gbagbo, a quand même déposé tous les documents justifiant de sa citoyenneté, de la citoyenneté de ses parents. Il aurait été logique que si l'article 48 avait été pris, et l'article 48 qui disait que tous les candidats signataires des accords de Marcoussis donc étaient d'office candidats, en ce moment, on n'aurait demandé aucun document à ces candidats. Ce acte seul aurait suffi pour les rendre éligibles donc, auprès donc, du Conseil constitutionnel. Non, il y a le président de la République, candidat alors, a déposé tous les documents qui prouvent qu'il remplit complètement toutes les conditions de l'article 35. Et ce débat, en fait, vous avez parlé des motivations de ceux qui mènent ce débat, ce sont des politiques qui ne veulent pas compétir. Aujourd'hui, ils savent que nous allons à une élection. Ils ont en face d'eux un candidat crédible, sérieux, qui a un bilan. Eux, ils n'en ont pas. Je suis toujours à la recherche de contenu réel par rapport donc, à ce qu'ils proposent aux Ivoiriens. Il n'y en a pas, que ce soit M. Bani, Kakabe, Mamadou Koulibaly, Siamara et autres. On surfe sur des concepts flous sans être à même de proposer une véritable alternative aux Ivoiriens. Et on va être président sans compétir, mais ils sont obligés de compétir puisque la démocratie, c'est la saine compétition. Et les Ivoiriens, en toute responsabilité, en toute liberté, vont décider de qui est à même de conduire les destinées pour les 5 prochaines années. Alors, parlons toujours de cet article 35, selon certains qui portent donc les germes de la division et de l'exclusion. Voici ce que nous disait ici même, dans nos studios hier, Bertin Kouadio-Konan, candidat à la présidentielle. On l'écoute, il avait des mots très durs à l'encontre du Conseil constitutionnel. On l'écoute et puis on reprend le cours normal de notre entretien. J'ai été un peu triste et je ne suis pas surpris devant les lamentations du peuple. Depuis ce matin, je vois qu'à l'intérieur comme à Abidjan, il y a des mouvements de mécontentement du peuple de Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que, comme nous l'a enseigné le président français François Hollande, respecter les constitutions, c'est respecter les peuples. Le peuple de Côte d'Ivoire pose tout simplement la question de savoir si lui aussi, il mérite d'être respecté en respectant sa constitution. Pour mémoire, cette constitution a été votée par tous les acteurs en présence aujourd'hui, en 2000, avec toutes les dispositions que nous avons aujourd'hui, y compris l'article 35. Hier, ce à quoi on a assisté, c'est tout simplement humiliant pour le peuple de Côte d'Ivoire parce qu'on a piétiné, on a bafoué sa constitution, donc on n'a pas respecté le peuple de Côte d'Ivoire. J'entends quelques-uns parmi nous dire que l'article 35 est un faux débat. Je suis désolé, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire aux Ivoiriens pourquoi il y a eu la guerre dans ce pays? L'article 35 ne peut pas être un faux débat. C'est le nœud du problème ivoirien. Oui, l'article 35 a posé problème en 2010. Et c'est bien parce qu'il a posé problème en 2010 qu'on a eu recours à des mesures exceptionnelles pour que M. Ouattara soit candidat en 2010. Mais il lui était loisible, et c'est même ce que la communauté internationale lui a demandé, de mettre les textes internationaux en conformité avec notre constitution. M. Ouattara avait 5 ans
pour modifier la constitution ivoirienne et justement pour extirper de cette constitution tous les germes conflictuels. Il n'a pas fait. L'article 35 demeure le même que l'article 35 de 2010. Si en 2010, il a posé problème, il va de soi qu'il pose problème en 2015. Dans ce cas-là, on ouvre le débat et on appelle le génie ivoirien, c'est-à-dire ce qu'on sait faire, dialoguer, se concerter autour de l'article 35 pour que justement nous puissions, en pensant au peuple ivoirien, prendre les mesures consensuelles par le dialogue et qu'on aille vers la paix. Voilà. Mamadou Touré, on écoutait là tout à l'heure Bertin Kouadio-Konan. Comment réagissez-vous à ces propos? Mais je l'écoutais avec beaucoup d'amusement. D'abord, j'ai du mal à prendre ce monsieur au sérieux parce que bon... Il est candidat à la présidentielle. Oui, mais il est candidat à la présidentielle, mais j'ai du mal à le prendre au sérieux au regard donc, de sa posture, du contenu de son discours et de l'incohérence. Je rappelle que ce monsieur était membre de notre grande coalition et que ce monsieur, de façon constante, a dit ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le président Ouattara avait été arbitrairement éliminé de l'élection présidentielle d'octobre 2000. Il estimait que la décision qui a été rendue à l'époque était une décision politique, sinon M. Ouattara remplissait toutes les conditions. Que ce monsieur aujourd'hui usurpe la légitimité de parler au nom du peuple, bon, ça c'est... Et puis je voulais rappeler aussi, il a dit une chose qui est importante, la décision exceptionnelle qui a été prise en 2005 par l'ex-président ne concernait pas seulement le président Alassane Ouattara, concernait tous les signataires des accords de Marcoussis. Et donc cette décision s'appliquait au président Bédié, au président Alassane Ouattara, à Mabry Touakeus, à Anaki Kobena et tous ceux qui ont signé les accords Marcoussis, y compris Laurent Gbagbo lui-même. Et donc on ne peut pas dire que Alassane Ouattara a été accepté à titre exceptionnel par une décision prise par Laurent Gbagbo. Donc je laisse ce monsieur face à ses propres contradictions. Ils ont appelé à une révolution en incitant les jeunes. J'allais justement vous demander, est-ce que vous comprenez ces manifestations-là? Le peuple dont il prétend porter la parole aujourd'hui ne se reconnaît pas en eux, puisque, à part quelques dizaines de personnes par endroit et de façon isolée qui ont pu poser quelques actes de délinquance, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont vaqué donc à leurs occupations, parce que pour les Ivoiriens, il n'est plus question de vivre les drames que nous avons vécus par le passé. Donc vous pensez que ces manifestations-là ne monteront pas en puissance? Non, je ne dis pas qu'ils ne monteront pas en puissance ou pas. Je constate avec vous qu'en dehors de quelques actes isolés dans des sous-quartiers, dans un ou deux sous-quartiers à Abidjan ou dans deux localités donc à l'intérieur du pays, actes posés par quelques dizaines de jeunes, l'écrasante majorité des Ivoiriens ont vaqué à leurs occupations et ont ici montré leur aspiration à vivre en paix, à ne plus revivre ce drame que nous avons vécu qui a été douloureux pour tous les Ivoiriens et veulent aller à des élections apaisées. Mais comment comprendre cela quand même? Est-ce que quelque part ce n'est pas aussi le signe qu'on n'a pas réussi la réconciliation nationale? Non, je ne dirais pas. Je dirais plutôt qu'il y a certains hommes politiques nostalgiques du passé qui ne sont démocrates que de nom, qui refusent de compétir. Ils disent la même chose de personnalités du camp adverse. Oui, mais donc allons aux élections. Nous, on veut aller aux élections. Nous sommes prêts et les discussions qui ont eu lieu, tant que les discussions portent sur la transparence du scrutin, il n'y a aucun souci. Allons à des élections ouvertes et transparentes et en ce moment, le peuple souverain de Côte d'Ivoire décidera qui est à même de conduire sa destinée. Je pense que nous sommes aussi un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Ça, je le dis, c'est une analyse très personnelle. Je pense qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a mis la barre à un tel niveau que certains hommes politiques n'avaient pas su et immanquablement, nous assisterons à un renouvellement de la classe politique ivoirienne. Certains hommes politiques qui ne savent pas adapter leur discours, qui ne savent pas adapter leur comportement vont disparaître ces prochaines années. Avec 9 candidats en face, pensez-vous que le candidat Ouattara passe au premier tour? Mais c'est notre souhait. On ne va jamais à une élection
en minimisant ses adversaires. C'est notre souhait. Nous respectons tous les adversaires. Pourquoi nous nous donnerons les moyens, les atouts pour permettre donc au président Ouattara de gagner au premier tour avec une majorité très confortable, ce qui lui donnera donc une grande légitimité pour conduire donc les différentes réformes et chantiers en cours. Et s'il ne passe pas le premier tour, il n'aurait pas cette légitimité-là après, s'il gagnait au second? Mais s'il gagne au second tour, il a une légitimité. Je dis la légitimité sera encore plus forte s'il gagne dès le premier tour. Vous convenez avec moi, mais là, quel que soit le candidat élu, il a une légitimité. Mais elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus forte s'il gagne dès le premier tour. Est-ce que finalement, le principal ennemi du président Ouattara, est-ce que ce ne serait pas le taux de participation? Je ne parlerai pas d'ennemi. C'est un enjeu pour ces élections. Et d'ailleurs, nous y travaillons. Je pense que tous les hommes politiques... Et en quoi cela est-il un enjeu pour vous? Mais c'est un enjeu parce que... Non, c'est un enjeu parce que... un enjeu démocratique? Un enjeu démocratique. Il est important que nos concitoyens se mobilisent chaque fois que cela est nécessaire, notamment à un moment aussi important, notamment les élections présidentielles. Et d'ailleurs, je pense que... la crédibilité des hommes politiques, leur discours, leur sérieux, leur capacité à respecter leurs engagements peut être un atout pour la démocratie ou peut être un danger pour la démocratie. Et c'est d'ailleurs pour cela que la jeune génération que j'incarne, estimons que le président Ouattara, aujourd'hui, est celui qui met la démocratie ivoirienne en perspective. Parce que, alliant la culture du résultat, la performance, avec des actions qui sont mesurables dans le temps. Si la démocratie devait se réduire seulement à la démagogie et au populisme, comme on le voit avec certains de nos adversaires, soyez sûr qu'au fur et à mesure que nous évoluons, les Ivoiriens vont s'intéresser de moins en moins à la politique, qui sera seulement perçue... Est-ce qu'ils ne se désintéressent pas déjà de la politique? Non, parce que je regarde déjà en 2010, nous avons eu un taux de participation de plus de 80%. Je regarde les élections locales. C'est pas évident qu'on atteigne les 80%. Oui, parce que les élections de 2010 étaient beaucoup plus disputées. Mais quand vous regardez les élections locales passées, je parle des élections législatives municipales, nous avons eu un taux de participation quand même assez confortable par rapport au taux de participation des années précédentes. Ce qu'il faut, au-delà de la réélection du président de la République, ce qu'il faut, c'est la réhabilitation de la politique ivoirienne. Et pour moi, bon, vous allez me dire que c'est normal. Pour moi, le président Ouattara est en train de réhabiliter la politique. La politique, c'est se mettre au service de ses concitoyens. La politique, c'est poser des actions au service de ses concitoyens. La politique, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas le populisme, comme c'est le jeu favori de certains de nos adversaires. Alors, puisque la réconciliation nationale vous tient tout aussi à cœur, est-ce qu'on pourrait s'attendre les jours à venir, avant peut-être le premier tour, qu'il y ait un geste du chef de l'État à l'endroit de ces personnalités du Front populaire ivoirien qui aujourd'hui sont en prison? Je ne suis pas maître de l'agenda du chef de l'État, mais il y a des actes qui ont été posés. Regardez de là d'où nous sommes partis. Oui, je parle surtout je dis, le président est dans une dynamique, lui-même appréciera, en fonction du contexte et autres, quelles sont les actions à poser. Et même au-delà des élections présidentielles, je pense qu'il a déjà annoncé qu'à un moment donné, deux instruments pour être utilisés, une loi d'amnistie ou la grâce, après toutes les procédures judiciaires en fonction du niveau donc, de gravité des actes qui ont été commis. Il y a une dynamique et c'est ce qui est important, la volonté politique de conduire les Ivoiriens à la réconciliation. Des actions ont été posées, liberté provisoire pour certains détenus, dégel des avoirs, retour des réfugiés. Apparemment, ce n'est pas assez. Hein. Non, c'est pas assez. Il faut faire plus. Non, c'est pas assez pour certains hommes politiques qui ont perdu des privilèges et qui tiennent des discours en réalité pour masquer l'envie de retrouver les privilèges perdus. Mais si vous interrogez les Ivoiriens dans leur grande majorité, les actes d'agression les uns contre les autres ont quasiment cessé. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont réappris à vivre ensemble. Mais bien évidemment, nous avons une classe politique qui veut se faire otage de la population et qui se fait porte-parole de cette population en réalité pour masquer la défense de ses propres intérêts, notamment des poursuites privilèges perdus. C'est pour ça que je vous dis que l'enjeu pour nous, jeunes générations
l'enjeu aussi, l'autre enjeu pour ces élections-là, c'est la réhabilitation de la politique. Et nous pensons, et le débat va se faire au-delà même de cette présidentielle, est-ce que des pays qui aspirent à l'émergence, qui appuient au développement, peuvent continuer à n'avoir qu'en politique des personnes qui n'ont plus de perspectives autres. Mais ça, c'est le peuple qui décide. Oui, mais c'est le peuple qui décide. Et c'est pour ça que le débat est important. Et c'est pour cela que de plus en plus, des jeunes capables, des personnalités capables d'apporter des choses à leur pays, à leur continent, doivent s'engager. Voilà. Et c'est ce travail qui va se faire au-delà même des présidentielles. Est-ce que le candidat Ouattara est assuré d'avoir avec lui les électeurs du PDCI, comme le veut si bien le président Bédié? Est-ce que vous êtes certain? Mais bien évidemment, parce que nous avons une alliance solide qui marche. Vous ne suivrez pas les électeurs dans les urnes, hein? Oui, mais alors ce qui peut donc crédibiliser ou pas ce que j'ai dit, c'est l'expérience. Nous avons eu un second tour en 2010. Je peux vous dire que dans les bastions du PDCI, le président Ouattara a eu entre 70 et plus de 80%. Le contexte est différent aujourd'hui. Non, oui, mais justement, le contexte est plus favorable aujourd'hui. Et nous étions dans un contexte beaucoup plus difficile, où l'ex-président... hostile, où l'ex-président avait déployé aussi de gros moyens pour justement casser notre alliance. Ce n'est pas 5 ans après où nous avons gouverné ensemble, où nous avons développé ce pays ensemble, où nous avons consolidé notre alliance. D'ailleurs, ça a été annoncé par le directeur national de campagne. Notre groupement, le RHDP, aujourd'hui a une existence juridique. Ouais. Et au quotidien, les coordinations qui ont été installées à l'intérieur du pays, à plus de 90% fonctionnent normalement. C'est le premier pas vers le parti unifié. Mais bien évidemment, et tout cela montre que nous n'avons aucun problème. Les problèmes, il faut les chercher au niveau de la CNC, qui n'a pas de cohérence, dont les leaders se contredisent chaque jour. Il faut les chercher au FPI, qui a des problèmes donc, de légitimité entre Abdaman Sangaré, qui appelle à boycotter les élections, et Afin Guessan, qui veut se présenter à ces élections. Alors, toute dernière préoccupation, je sais que le jeudi prochain, vous aurez une grande manifestation. Vous allez réunir plus de 2000 jeunes. Mais vous allez leur dire quoi? Mais écoutez, je vais leur parler. Je vais leur parler. J'ai été pendant 4 ans conseiller technique en charge des questions de jeunesse et sport à la présidence de la République. J'ai eu à ce titre à gérer aussi bien des dossiers techniques que les dossiers politiques. Pendant ces 4 ans, j'ai quasiment eu des relations au quotidien avec toutes les organisations de jeunesse. Nous avons organisé les assises nationales de la jeunesse. Ces 4 années de fonction... C'est même devenu une institution maintenant. Voilà, ces 4 années de fonction m'ont permis de revisiter même le passé, l'évolution de notre jeunesse. Et il est important, de par la responsabilité qui m'a été confiée en tant que porte-parole jeune, que je viens leur parler. Je vais leur parler, je vous donnerai pas le contenu de mon adresse, mais ça sera un moment très important où nous attendons des milliers de jeunes, toutes tendances politiques confondues, pour que nous allons parler de la Côte d'Ivoire, parler de son avenir, parler donc de l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Mamadou Touré, merci d'être passé par chez nous. Merci à vous, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour apporter des éléments d'éclairage à l'endroit des Ivoiriens. C'est notre boulot. Merci beaucoup. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.